Des Patrice Emery Lumumba, en passant par Kesavubu Mobutu ou Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, la République démocratique du Congo a la tradition d'avoir une très très grande histoire. C'est vrai que ce pays-là est aujourd'hui au niveau des pelletons des pays les plus développés, mais son histoire est immense, et sa culture également. Du coup, il y a des gens qui s'y intéressent et qui écrivent même pour permettre aux générations qui viennent après de pouvoir lire l'histoire du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique et historique. Aujourd'hui, on va vous plonger dans la profondeur de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Nous nous efforcerons de comparer le présent et l'histoire en remontant vraiment vers la profondeur, avant l'indépendance, après l'indépendance, etc. Et pour l'occasion, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un qui a fait de ce pays, la République démocratique du Congo, sa passion et qui a réussi à coucher, à surécrire l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est M. Tony Buslen qui est avec nous. Tony, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes écrivain, historien. D'ailleurs, j'étais en train de me régaler. Aujourd'hui, depuis un temps, je me fais l'honneur de faire la publicité de votre ouvrage. Par plusieurs de mes émissions, je vous ai parlé de cet ouvrage. Un de ces derniers bouquins, c'est donc Histoire populaire du Congo. Très, très, très belle histoire, donc un ouvrage très, très intéressant que je vous convie à lire. Cette histoire parle un peu de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes un amoureux du Congo, vous avez visité ce pays plusieurs fois, belge de nationalité. D'où vous vient cet amour pour la République démocratique du Congo? Ben, je dois dire, au début des années 90, j'avais des amis, enfin un ami surtout qui était au Palou, qui était ici en exil, et qui m'a parlé, qui m'a dit « il faut que tu viennes une fois au Congo ». Et c'est comme ça que je suis allé pour la première fois en 91, c'était entre les deux pillages. Et donc j'ai été accueilli par la famille et j'ai fait pour la première fois connaissance avec Kinshasa. Et c'est, comment dois-je dire, ça a fait une énorme impression sur moi. Et depuis lors, petit à petit, ça a évolué. Et donc, en 1994, il y a eu le génocide au Rwanda. Rwanda, oui. Et donc, je suis allé au Rwanda après le génocide pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour parler avec les gens. Et en 1996, il y a eu la chute de Mobutu. De nouveau, je suis allé. Et comme ça, j'ai fait aussi, je faisais ça un peu en collaboration avec une ONG qui travaillait au Congo et j'étais un peu leur documentaliste, si vous voulez. Donc je suivais beaucoup l'actualité, surtout à des moments de grave crise comme en 94, comme en 96. Et de cette façon, j'ai été encore plusieurs fois. Et vous, depuis que le président Tshisekedi est là, vous n'êtes pas encore rentré là-bas? Vous êtes déjà allé depuis que M. Tshisekedi est président de la République? Oui, j'étais encore en mai de l'année passée. Donc ce n'est pas que je vais tous les ans, mais quand même une fois les 5, 6, 7 ans, je vais. Je suis en exil, moi, ici en Belgique. Je remarque que pour les Belges de votre âge, aujourd'hui, peut-être la génération, la nouvelle génération, on ne se sent pas trop attaché, mais quand je parle avec le Belge d'un certain âge, je remarque un certain attachement, un certain amour naturel pour ce pays. Est-ce que c'est dû à la colonisation? Est-ce que dans votre jeunesse, ici en Belgique, dans votre culture, vous avez toujours entendu parler du Congo au point d'être aussi attaché à ce pays? Ben, c'est vrai que à l'école, on parlait du Congo, surtout, oui, dans ce temps-là. Mais je dois dire, moi, je n'avais personne. Par exemple, beaucoup de gens ont dans leur famille quelqu'un qui a été au Congo, soit comme abbé, ou comme sœur, ou comme à la Camille, par exemple, etc. Oui, okay. Donc, mais moi, je n'ai personne dans ma famille. Et je crois que c'est un avantage parce que je suis allé avec un esprit ouvert. Je n'avais pas cette façon, comment dois-je dire, coloniale de voir les choses ou avec une certaine nostalgie à la colonie. Je n'ai jamais eu ça. Oui, et
Et quelle est l'impression? Vous arrivez aux alentours des débuts 90 exactement au Congo. Oui. Il vous donne quelle impression ce pays? Et puis vous êtes allé après, quoi. Parce que la dernière fois que j'ai reçu un confrère ici, je lui faisais lire, c'est que Brackman dit, il évoque le désordre, l'atmosphère, etc. Vous, quelle est l'impression que vous avez quand vous arrivez dans ce pays-là? Les premières impressions que vous avez eues? Moi, d'un côté, il y a le côté chaleureux des gens, l'accueil. Tu es vraiment bien reçu. De l'autre côté, quand je quittais, donc on m'avait dit de tous les côtés, c'est la fin de Mobutu, dans quelques mois il sera parti, ce sera je crois la Troisième République ou je ne sais plus. Et bon, j'étais revenu avec cette conviction, parce qu'il y avait beaucoup de agitation à ce moment-là. Bon, il y avait tout le contexte du moment qui était d'abord la fin du MPR, du Parti État. Et bon, il y avait beaucoup d'espoir chez les gens que ça allait changer. Et donc, j'ai suivi les mois et les années après, un peu plus attentivement ce qui se passait. Et ça m'étonnait vraiment que, bon, il restait toujours là, il y avait la conférence nationale souveraine, il y avait des grands débats, mais Mobutu restait quand même là, et il savait comment rester au pouvoir, comment jouer les uns contre les autres, et bon. Mais au début, j'étais vraiment étonné, parce que j'étais convaincu que ça allait finir. Que ça allait finir très bientôt, oui. Mais il a réussi quand même à se maintenir. Oui. Alors, Tony, je vous fais venir parce que je voulais quand même qu'on plonge un peu dans la lecture de votre ouvrage et qu'on fasse un peu une analyse comparative de la situation au pays aujourd'hui. Vous écrivez dans votre ouvrage, dès l'entrée, vous dites « L'image du Congo en Occident est négative ». Vous dites, les Congolais, la plupart des gens ici disent que les Congolais ont laissé dépérir l'héritage colonial, mais vous inscrivez en faux et vous dites que votre ouvrage est un plaidoyer d'une analyse équitable, que vous semblez donc réfuter cette thèse-là. Mais le Congo a quand même accédé à l'indépendance en 1960. Ouais. À cette époque-là, on avait le même PIB que le Canada. Vous parlez de la traite négrière, vous parlez de la colonisation pour justifier ce que les Congolais font aujourd'hui de leur pays. Est-ce que ce n'est pas une analyse erronée ? Est-ce que le mal qu'il y a au Congo, les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais eux-mêmes? Parce que dès l'entrée de votre ouvrage, vous semblez réfuter tout ce qu'ils disent. Non, les Congolais ont laissé dépérir l'héritage colonial. Vous dites non, ce n'est pas eux, c'est la traite négrière. Est-ce que vous n'êtes pas un avocat du diable par hasard? Ben, la traite négrière et après la colonisation a cassé beaucoup. A cassé la société qui existait avant. Donc, au début de mon ouvrage, je réfère beaucoup à Walter Rodney, qui a écrit un livre « How Europe has underdeveloped Africa », comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et donc, il explique ce qui existait avant la colonisation et avant la traite. Donc, il décrivait une Afrique avec qui était beaucoup plus diverse que l'Europe, qui est aussi un continent beaucoup plus grand que l'Europe, mais où il y avait beaucoup d'activités, il y avait une dynamique dans les sociétés existantes, différentes dynamiques, mais ça existait. Il décrit, par exemple, comment le Sahel, autour du Sahel, il y avait tout un réseau de commerce et les grandes villes existaient autour du Sahel. Et il explique comment la traite et après la colonisation a complètement inversé ça, a fait que les grandes villes sont allées vers les côtes et les villes importantes comme Timbuktu, etc., ont été délaissées. Pourquoi à la côte? Parce qu'il fallait transporter les esclaves vers l'Amérique. Vous parlez même de Bénin qui avait des grandes avenues. Les explorateurs hollandais disaient qu'ils avaient l'impression que c'était plus organisé qu'à Amsterdam. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage. Oui, c'est ça. Et il y a l'exemple que peut-être tout le monde connaît, qui est très connu, c'est que l'homme le plus riche jamais dans l'histoire s'appelle Mansa Moussa, qui était un roi du Mali et qui avait donc, si vous allez chez Forbes, ils expliquent qu'il y avait une fortune qui est calculée dans valeur d'aujourd'hui,
qui est le double de ce que Elon Musk a aujourd'hui. Or, Elon a dans les 400 milliards de dollars. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc lui, il était dans les 800 milliards de dollars, si on doit calculer. Oui. Non, mais tout ça, c'est bien. Mais la colonisation s'est arrêtée en 1960. Oui. La Chine a reçu son indépendance en 1949 avec Mao Tse-tung. Oui. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance mondiale. On ne peut pas se cacher derrière la colonisation, derrière la tête négrière pour justifier ce qui se passe. Est-ce que les Congolais ne sont pas responsables de la situation, de la décadence de leur pays pour que vous veniez leur donner les bons dieux sans confession à nous expliquer que ce n'est pas eux, c'est la tête négrière et c'est la colonisation? Oui, mais partons à partir de cette façon. D'abord, on peut dire beaucoup comment les anciens colons, la Belgique, mais aussi les États-Unis, ont cassé la dynamique démocratique au Congo en tuant le Lumumba, en organisant les sécessions et tout ça, ça s'est passé. Donc il y a eu quand même une période où et la Belgique et les États-Unis ont joué un rôle très sale. Donc ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, donc ils ont cassé, si on leur a laissé vivre le Lumumba, si on leur a laissé l'occasion de développer, mais on n'a pas laissé, on a cassé ça, et on a appuyé Mobutu. Alors, la question c'est, il y a des mécanismes qu'on ne voit pas directement, mais qui sont extrêmement importants pour une économie. Et j'ai écrit ça aussi dans mon livre. Et il y a eu 4 mécanismes qui ont fait que le Congo n'avait pas de chance de se développer malgré le fait que c'est un pays très riche. Il y a d'abord le terme d'échange, l'évolution des termes d'échange. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il y a échange entre économies, par exemple, le Congo exporte du cuivre et il doit acheter des camions pour transporter les cuivres. Quand un camion vient des pays du Nord, parce qu'il n'y avait pas d'usine de camions au Congo, si les prix des produits finis, et entre autres des camions, montent, et les prix des matières premières descendent, alors les termes d'échange sont pires. Si une année, on doit, je dis quelque chose, c'est comme un exemple, on doit exporter 1 tonne ou 2 tonnes pour pouvoir acheter un camion, mais les prix des camions montent et les prix des matières premières descendent, alors l'année après, il faut peut-être exporter 1 tonne et demi ou 2 tonnes. Et donc, ça fait que l'économie congolaise ou zaïroise, dans le temps, a eu beaucoup de dégâts dans les années 70 et 80. Donc ça, c'est un premier mécanisme dont personne ne parle, mais c'est un mécanisme réel. Mis en place par les Occidentaux pour tirer d'une certaine manière le pays vers le bas. Oui, parce que les prix des matières premières, où c'est décidé, c'est dans les bourses. Les bourses, il n'y a pas de bourse au Congo. Les bourses, c'est Londres, c'est Paris, c'est New York. Là, ils sont les bourses et c'est là qu'on définit les prix des matières premières. Donc ça, c'est un mécanisme. Il y a un autre mécanisme, ça c'est les fameux éléphants blancs. Donc il y a un livre qui a écrit par un Américain, John Perkins, qui a comme titre Economic Hitman. Donc ça veut dire tueur à gages économique. Qu'est-ce que ça? Il explique comment les Américains, ils avaient un service spécial avec des gens qui avaient comme tâche d'aller convaincre des présidents des pays indépendants ou devenus justement indépendants qu'il fallait des grands projets pour commencer le développement du pays. Et le truc qui était derrière, c'est lancer des projets parfois un peu mégalomanes, mais qui dans les faits n'ont jamais fonctionné, ce qui a fait un grand dette et perte pour l'économie au Congo. Et vous pensez que le Congo souffre jusqu'aujourd'hui de tout ça? Si le Congo est aujourd'hui ce qu'il est, vous justifiez ça par tout ça. Donc, toutes ces conséquences-là nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Si nous sommes ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est tout simplement les conséquences de tout ça. Oui, c'est beaucoup plus que maintenant je donne au niveau économique, hein, parce que c'est aussi au niveau de la mentalité. Donc il y a eu, on a cassé la dynamique au Congo, la dynamique de société. On a donné aux Congolais pendant toute la colonisation pas de liberté politique.
il ne pouvait pas faire des partis politiques. Donc, Lumumba, quand il commençait, il a fait peut-être 2 ans la politique. Avant, il était évolué. Donc, c'est tout autre chose quand tu es devant... Et donc, devant une classe politique à l'Occident qui a une expérience de 200, 300 ans, c'est un rapport de force très inégal. Et ça, c'est un aspect ou un premier point, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pendant la colonisation, il y avait une sorte d'impuissance, il y avait la force, mais il y avait aussi lavage de cerveau. Le cerveau, oui. Donc, l'Église est venue de l'extérieur, l'Église sous la colonisation. Et l'Église a donc été un instrument utilisé aussi pour laver les cerveaux des gens d'une certaine manière. Oui, donc dire qu'il fallait bien obéir, qu'il y avait le pouvoir, et à ça il faut obéir. Et donc ça existe encore toujours. Donc cette impuissance au Congo, qui vit toujours, c'est vraiment un des grands problèmes pour que le Congo puisse se libérer. Cette idée que c'est notre faute. Mais ça, c'est pas juste. Donc il y a plein de choses qu'on peut dire au niveau de mentalité, au niveau de structure, au niveau de mécanismes économiques, que vous déprenez dans mon livre, qui explique ça. Vous parlez dans l'ouvrage de tout ça, hein. Vous remontez l'histoire de comment le roi s'est imposé lui-même, qui n'est jamais venu au Congo, la structuration qu'il avait mis avec le gouverneur sur place, avec le ministre de la colonisation, etc. Mais vers fin 50, il y a quand même l'élite, c'est ce qu'on a appelé les évolués typiques qui commencent à naître. Et vous réservez tout un chapitre sur Lumumba, je voulais quand même qu'on parle de ça. Vous expliquez dans l'ouvrage que Lumumba, à 14 ans, il a été chassé de l'école catholique, il a rejoint l'école protestante, mais vous dites que Lumumba était un pro-colonial. Déjà en 58, Lumumba a écrit un ouvrage, Mon Congo, est-ce que mon pays est en train de disparaître? Et dans cet ouvrage, Lumumba dit, oh, notre roi bien-aimé, il fait l'éloge de la colonisation. Oui. Et puis, du coup, une année plus tard, en 59, Lumumba change. Les Congolais n'ont pas cette partie de l'histoire de Lumumba. Lumumba était donc pas un nationaliste au départ, Lumumba était un pro-colonial. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, que les Congolais vénèrent aujourd'hui, change pour devenir nationaliste et un anticolonialiste? C'est un peu plus nuancé. Dans son livre, Congo Terre de l'avenir, c'est vrai, il défend le roi. Mais il dit que le roi dit que tous ces... les citoyens congolais seront pareils avec les citoyens belges. Et c'est que parce que il faut savoir, il est allé en Belgique, il a voyagé déjà en Belgique sur invitation du Parti libéral. Je vais retrouver l'extrait. Hein. Il dit, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, il dit, Lumumba écrit, il dit, le roi Baudouin, notre roi bien-aimé, affirme que la Belgique et les Congos ne forment qu'une seule nation. La pensée du roi est claire. Les Belges et les Congolais sont des citoyens comme le sont le Wallon et le Flamand et doivent vivre côte à côte dans une atmosphère de franche fraternité. Notre roi peut-il nous tromper? Avons-nous le droit de douter de son amour à notre égard, de ses intentions humanitaires? C'est ça, c'est vraiment ça. Et donc là... Donc il faut nuancer le pro-colonialisme de Lumumba. Il était pro-roi, mais... Il était humaniste, il était pour l'égalité entre les gens et avoir les mêmes droits. Et ça, c'est naturellement... parce que, je viens de dire, il a visité dans cette période la Belgique sur invitation du Parti libéral. Et le problème, c'est que naturellement, à Stanleyville, à ce moment-là, c'était l'autorité coloniale, c'était des chrétiens. Et il y avait une forte concurrence entre les chrétiens et les libéraux, d'ailleurs aussi les socialistes dans les années 50. Et quand il est revenu, on l'a mis en prison, soi-disant parce qu'il avait volé à la poste, comme il travaillait à la poste. Et donc, là, il a vu comment ce système est, qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, donc ça, c'est une chose, mais même l'évolution les années après, donc la colonisation était un système de grande inégalité. Même le titre d'évoluer, ça montre déjà normalement, les gens devraient pouvoir aller à l'école, aux universités, aux écoles supérieures. C'était exclu pour un Congolais. Un Congolais devait chercher un parrain colon belge
qui voudrait le parrainer et voudrait lui apprendre les habitudes civilisées, entre guillemets. Manger avec des fourchettes. Oui, c'est humiliant, en fait. Et donc, mais bon, il l'a fait, parce que c'était comme ça, à ce moment-là, c'était la vie. Mais donc, quand vous lisez cette citation, c'est vraiment complètement différent avec la réalité dans laquelle il vivait. En plus, il y avait un courant dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, partout en Afrique et partout dans le tiers-monde, pour l'indépendance. Donc c'était le défait du nazisme a fait beaucoup a mis les idées racistes aussi dans une mauvaise lumière. Et l'ONU a commencé le charte des Nations Unies où on dit que les peuples sont égaux, qu'ils ont les droits égaux. Ça a créé un grand mouvement partout dans le tiers-monde. En 1955, il y a eu la conférence de Bandung avec tous les grands personnalités. Et donc en 58 ou 58, il a rencontré Nkrumah à Ghana, à la conférence panafricaine. Nkrumah qui était aussi... En décembre 59. Vous dites dans le livre, c'était le 5 décembre 59. Oui, c'était décembre 59, oui. Pardon. Donc... Donc c'est Nkrumah qui d'une certaine manière, l'a infecté un peu de ces panafricanismes et de ces nationalismes. Oui, c'est ça. Et quand il revient, il dit effectivement, mais nous avons droit à l'indépendance, nous avons droit à la souveraineté. Et donc ça, c'est à ce moment-là, une position, comment dois-je dire, révolutionnaire, on peut dire, dans cette atmosphère. Il n'était pas le seul, hein. Il y avait aussi la Bako qui voulait aussi l'indépendance, mais avec une autre vision. Non, mais vous comparez justement, parce que vous parlez de la Bako, vous dites que Lumumba a été infecté par quoi? Nkrumah qu'il a rencontré en décembre 59. Vous dites aussi qu'il y a des événements qui l'ont, notamment la Chine en 49 avec Mao qui prend le pouvoir. Vous citez aussi les FLN, donc les Algériens qui déjà en 55 commencent leur guerre. Oui. Vous parlez aussi des Nasser qui arrivent en Égypte. Ce sont ces événements-là qui, d'une certaine manière, quand on lit l'ouvrage, qui amènent Lumumba à comprendre un peu que nous pouvons avoir notre indépendance. Mais Lumumba arrive, il y a quand même une sorte de schisme qui naît dans la société congolaise. Vous avez d'un côté Lumumba avec Moulele qui crée le PSA après et Moulele et Gizenga. Mais à côté, vous avez des gens comme Kasavubu avec son Abako qui, eux, soutiennent absolument la colonisation. Vous avez des gens comme Tchombe avec sa Konakat que vous citez aussi dans l'ouvrage. Vous avez des gens comme Bomboko avec son Unimo dans la province de l'Équateur. Comment est-ce que les Belges ont réussi à séparer les enfants d'un même pays? D'un côté, vous avez des nationalistes et de l'autre côté, vous avez des pro-colonisations. Oui, mais d'abord, Abako était aussi pour l'indépendance parce que les manifs de janvier ont été une réaction contre le fait qu'il y avait une manifestation de la Bako qui était refusée. Donc la Bako était aussi pour l'indépendance, mais avec une autre vision. C'était plutôt le Royaume Congo. Oui, c'est ça. Créer un État autonome au niveau du Congo central. C'est ça. Donc ça, c'est une chose. Et donc Lumumba et Kasavubu ont eu une certaine entente jusqu'à certains moments. Hein. Les Belges, ils avaient... Bon, c'était l'autorité. C'était eux qui organisaient les élections. Mais, par exemple, un Tchombe, il avait l'Union minière derrière lui. Et l'Union minière, c'était un État dans l'État. Tchombe, c'était aussi comment dois-je dire, un aristocrate. C'est quelqu'un qui était déjà un capitaliste. Un évolué, oui, mais un évolué d'une autre façon. Il avait aussi... des affaires, il venait d'une famille plus aisée. Donc, tandis que Lumumba, il représentait vraiment l'unité de tout le Congo. D'ailleurs, le MNCL était le seul parti nationaliste, sauf le PNP, qui était un parti complètement mis ensemble par les Belges. Le PNP avec Bolia et Adoula. Oui. Créé en 58 aussi. Oui, okay. Oui. Et donc... non, avec Delvaux. PNP, c'est Delvaux et Bolia. Okay, oui, Adoula, c'était un syndicat. Adoula, c'était autre, oui. PNP, c'est plutôt Bolia et Delvaux. Okay. Oui. Mais donc, ce qu'il y a eu, c'est que les Belges ont d'abord organisé les élections d'une telle rapidité, avec l'idée, bon, ils auront besoin de nous,
par après. Ils n'ont jamais cru que Lumumba allait gagner. Et donc, le fait qu'il a gagné les élections, donc je mets les chiffres donc des sièges qu'il avait gagnés dans la Chambre, il avait donc la majorité avec son alliance. On va parler de ça justement. Oui, oui. Les Belges organisent les élections. D'abord après l'arrestation de Lumumba, ils ouvrent ici entre janvier et décembre 1960 la table ronde. Lumumba n'est pas, les autres refusent et Lumumba est libéré. Vous dites dans l'ouvrage qu'il est reçu ici en Belgique comme un héros. Oui. Au retour au mois de mai, on organise des élections. Lumumba fait une coalition des nationalistes avec les PSA de Gizenga. Vous l'avez dit dans l'ouvrage, hein? Oui, oui. PSA de Gizenga et de Moulélé. Oui. Vous parlez aussi de Kachamura dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui était dans la coalition. Vous parlez des Balubakat. Oui, oui. Vous parlez des UNC et des Coacat. Donc Lumumba forme cette alliance avec à peu près 5-6 partis. Oui. Et Lumumba, sur les 137 ou 131 postes à l'Assemblée, il en y a 71. Oui. Au niveau du Sénat, il gagne. Mais qu'advient-il que Lumumba, qui a gagné les élections, n'arrive pas à être président de la République? Et dans l'ouvrage, vous dites qu'il a fait l'erreur d'accepter de signer des accords pour laisser Kassavou devenir président. Et vous dites dans l'ouvrage, c'était son erreur, c'est ce qui lui coûtera la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que les Belges, ils avaient mis dans le Sénat 23 sièges des chefs coutumiers. Et c'était naturellement des gens qu'eux, ils contrôlaient. Et donc, de cette façon, Lumumba manquait, je crois, 2 sièges pour avoir la majorité dans le Sénat. Parce qu'il avait 43 sénateurs. Oui, c'est ça. Et donc, il devait négocier. Alors, Ganso van der Meers, qui était envoyé par la Belgique pour être le gouverneur et donc organiser les élections et après donc désigner un formateur, il a dit, bon, puisqu'il n'y a pas de majorité dans les 2 chambres, je vais désigner un formateur. Il avait désigné d'abord Lumumba, mais très vite, tous les autres partis ont dit non, ils ont mis en avant des revendications impossibles ou inacceptables pour Lumumba. Et donc, après une journée, je crois, Ganso van der Meers a directement mis Kasavubu comme formateur. Donc, il a déjà réussi... Donc, c'était calculé, c'est la Belgique qui a monté tout ça? Oui, c'est la Belgique, parce que Lumumba, à ce moment-là, Lumumba a déclaré que la Belgique, ils ne veulent pas respecter les élections. Parce que les élections, c'est clair que nous les avons gagnées. Mais avec ce truc qu'il n'y avait pas assez il manquait 2 sièges au Sénat, pour avoir la majorité, ils mettent maintenant tous les autres ensemble pour faire un gouvernement contre nous. Et il a dit, si c'est comme ça, on va le faire à travers la rue. Et immédiatement, Ganso van der Meers, il a dit, oui, je dois y faire attention parce qu'effectivement, Lumumba avait le peuple derrière lui, la majorité. Et donc, il a cédé et il a donné la fonction d'informateur à Lumumba. Mais ensuite, bon, il a dû négocier. Et il n'y avait pas... Pourquoi a-t-il accepté? Parce que vous dites que c'était son erreur. Il n'aurait pas dû. Dans le livre, vous dites que c'est l'erreur qui lui coûtera la vie. Il ne devait pas laisser Kassavou devenir président. Avait-il le moyen à ce moment-là, Lumumba? Il n'avait pas de moyen. Il a hésité beaucoup. Donc Jean Van Lierde, qui était son compagnon, c'était un Belge, mais il était vraiment de son côté, qui a fait d'ailleurs un livre très intéressant sur la pensée de Lumumba, qui est ressorti, parce que c'est un livre qui date des années 60, mais qui est ressorti récemment, et qui est vraiment très intéressant parce qu'il raconte tous les discours que Lumumba a tenus dès le discours à Accra jusqu'à à la fin. Et donc là, on voit aussi comment, par exemple, ça fonctionnait pendant la campagne électorale. Donc souvent, les autorités coloniales ne donnaient pas de permission à Lumumba pour faire ces meetings électoraux, et donc il devait les faire à l'extérieur. Mais pourquoi je suis en train de parler de ça? Parfois, Non, on revient. On était en train d'expliquer comment Lumumba a laissé Kassavou devenir président de la République. Oui, mais donc, il a hésité. Oui, il a beaucoup hésité là-dessus. Mais il n'avait pas le choix, parce que si il refusait, il devait faire une autre forme de compromis. Et selon la Constitution, ce n'était pas un régime présidentiel.
C'était quand même le Parlement et le Premier ministre qui avaient vraiment le pouvoir. Et donc, ils avaient le choix ou bien ne pas arriver à un compromis. Et alors, de nouveau, Kasavubu allait être formateur et risquait quand même de faire un gouvernement anti-Lumumba. Ou bien d'accepter ce truc. Donc, en fait, les Belges ne lui ont pas laissé le choix. Ils devaient accepter ça, mais ça a été employé naturellement parce que les Belges... Il faut savoir, derrière chaque personne, il y avait des conseillers belges. Chaque Congolais avait son groupe de conseillers belges autour de lui. Oui. Et bon, ces gens ont fait leur boulot, donc ils ont d'abord, bon... Il y a eu Janssens, le général qui a provoqué une révolte dans les forces publiques. Lumumba et Kasavubu, ensemble, sont allés parler avec les soldats pour les calmer, mais ça n'a pas empêché la Belgique d'envoyer 10 000 paracommandos. Donc pendant toute la colonisation, il n'y a jamais eu autant de soldats belges sur le territoire congolais. Donc 10 000 paracommandos pour réprimer les gens. Oui, et c'était contre le port de Matadi, je crois. Et ensuite, le 10 juillet, donc c'était une attaque après l'autre, le 10 juillet, il y avait la sécession qui était bien préparée. On parle de ça. Lumumba, finalement, il décide de négocier avec Kasavubu. Il accepte de devenir Premier ministre. Oui. Mais déjà, Lumumba, Premier ministre, au mois de juillet, Tshombe crée sa sécession au niveau du Katanga. Oui. Ça aussi, vous dites que c'est l'œuvre de la Belgique et c'est même les Belges qui enverront les militaires belges pour former les gendarmes katangais qui formeront l'armée de Tshombe. Oui. Ça s'est passé comment? Tshombe, lui, Sakonakat, dans les élections, il était 4e parce que j'ai vu que le MNC, Lumumba était le premier, le PNP des Bolia et des Delvaux était 2e, le PSA de Gizenga 3e, la Konakat, la Bako 4e et la Konakat de Tshombe était 5e. Oui. Malgré que Tshombe avait des représentants, il a décidé de partir. Comment ça s'est passé pour que les Belges utilisent Tshombe et sa sécession? Est-ce que vous pouvez nous dire c'était comment la manœuvre pour la sécession? Oui, il y a un livre là-dessus que Ludovic a écrit. Donc d'abord, il a écrit dans le livre sur l'assassinat de Lumumba, il a décrit comment l'Union minière était un État dans l'État et que Tshombe, c'était vraiment l'homme de l'Union minière. Donc l'Union minière était très, très important au Katanga. C'était la grande société minière et qui avait vraiment... L'Union minière qui est devenue aujourd'hui Gécamine. Et Umicore en Belgique. L'Union minière, donc sur le terrain, c'était devenu le Gécamine, mais en Belgique, l'Umicore est un des grands multinationals belges aujourd'hui. C'est sur l'argent qu'ils ont pris sous la colonisation et même ça a duré jusqu'à 67, 68. Ils prenaient toujours l'argent à l'Union. Oui, et après ils sont partis et ça c'est devenu le Gécamine au Congo. Et l'Union minière est revenue ici, il s'est concentré avec des usines sur la transformation de cuivre, etc. On revient sur Tshombe. Vous dites que lui, c'est donc l'enfant de l'Union minière. Oui. C'est bel et bien la Belgique qui le pousse à faire la sécession. Oui. Et donc ça c'est clair et qui lui pousse en avant. Donc, et tout ça, c'est dans l'objectif de faire créer les sécurités pour dévaloriser. C'était quoi l'objectif de ces sécessions qu'ils ont multipliées, notamment au Katanga, mais aussi avec Kalonji Ditunga après, dans le sud du Kassai? L'objectif était quoi? Rendre le pays ingouvernable. Pourquoi les Belges soutenaient-ils ces sécessions? Pour les Belges, c'était parce que le Lumumba était inacceptable. Donc, le Lumumba, il disait, nous voulons la vraie indépendance, aussi l'indépendance économique. Et ils ne voulaient pas une indépendance formelle. Or, les Belges, ils avaient peur, la petite Belgique, et ils voyaient la France qui est beaucoup plus grande, quel problème ils avaient en Algérie. Donc, ils ont vraiment réfléchi là-dessus et adapté leur stratégie. Ils ont dit, nous n'allons pas pouvoir, avec la force, garder la colonie belge. D'ailleurs, aussi au niveau international, ils étaient trop isolés. Il y avait la pression aussi bien de l'Union soviétique à ce moment-là que des États-Unis qui voulaient en fait récupérer ça. Et tandis que l'Union soviétique avait une position quand même anticoloniale de principe.
Et là, les Belges, pour eux, en Lumumba, c'était inacceptable. Ils avaient fait le calcul, on va vite donner l'indépendance, mais comme ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de Congolais pour prendre en main l'État, donc il faut savoir que tu as un État à tous les niveaux au Congo. Il y a 30 000 Belges, des gens diplômés. Un Belge qui allait au Congo, il passait à l'école coloniale à Anvers qui avait un niveau d'université. Donc il y avait des gens formés belges qui portaient cet appareil d'État. Et en quelques semaines, les Belges ont retiré les 30 000 intellectuels, oui, et fonctionnaires. Donc administrateurs et tout. Et bon, les Congolais étaient là. Et combien d'universitaires ils avaient? 8, 9, qui étaient encore formés à l'étranger parce que l'université de Lovanium n'a commencé que vers 56. Donc, il n'y avait pas de diplôme fini. Donc, comment faire? Ils savaient très bien qu'ils avaient donné un cadeau empoisonné avec ça. Et bon... Donc les 30 000 qui avaient les compétences pour gérer les pays ont été immédiatement retirés par la Belgique, qui n'a pas pris soin de véritablement former les Congolais pour leur laisser la gestion de leur pays. Oui, en pensant qu'ils vont venir nous supplier de revenir. Et d'ailleurs, c'était aussi conçu comme ça. Donc derrière, comme je dis tout à l'heure, chaque politicien, quand tu vois les photos, tu vois derrière Mobutu Marlière, tu vois chaque homme politique avait ses conseillers qui dirigeaient en fait un peu les gens. Mais dans le temps de la sécession, dans l'ouvrage, vous dites que lorsque la sécession arrive, les troupes lumumbistes, Lumumba à l'époque il est encore Premier ministre, vont se décharger sur le Katanga pour récupérer le Katanga. Ouais. Mais vous dites également, Lumumba fera une deuxième erreur en s'adressant aux Nations Unies et en demandant l'arrivée des troupes des Nations Unies, qui au lieu de venir calmer la situation, vont plutôt venir aider du nouveau. Donc Lumumba a aussi été trahi à cette époque par les casques bleus des Nations Unies. Oui, ça c'est sûr. Donc d'ailleurs quand Mobutu l'a mis en résidence surveillée le 14 septembre, il avait un premier cercle des casques bleus, parce que c'était des Ghanéens, des casques bleus ghanéens. Oui, autour de lui. Et là, autour, il y avait un deuxième cercle, ça c'était les troupes mobutistes. Le problème des casques bleus de la mission des Nations Unies, c'était qu'ils étaient dirigés par des officiers européens qui avaient une mentalité aussi coloniale, qui n'acceptaient pas le Lumumba et qui choisissaient camp pour Echombe et dans une deuxième phase pour Mobutu. Et donc ça lui a aussi... il faut savoir aussi, même les soldats ghanéens, ils étaient pro Lumumba, parce que Nkrumah était un ami de Lumumba, mais les Nations Unies étaient quand même toujours majoritairement dans les mains des Occidentaux. Donc c'est toujours comme ça. Donc il y a la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui avaient, et alors la Chine de Taïwan dans cette période, qui avait 4 sièges dans le Conseil de sécurité, et contre ça, il y avait l'Union soviétique, qui était un peu de l'autre camp. Et donc, il a pensé, je suis agressé, on est un pays indépendant, donc... Venez nous aider. Mais dans les faits, ils ont choisi camp pour les Tchombe et ensuite pour Mobutu. On va parler un peu de la fin de Lumumba pour passer à autre chose. Vous dites en septembre exactement, Lumumba est parti avec Kasavubu. Kasavubu destitue Lumumba. Lumumba va également les destituer. Mobutu va profiter de l'occasion pour faire son premier coup d'État. Racontez-nous, ça se passe comment? C'est des bisbilles entre un président qui destitue et l'autre qui destitue. Ça s'est passé comment? Il y a eu un décret lu à la télévision de Kasavubu. Donc la raison officielle était parce qu'il y avait à ce moment une très grande campagne médiatique contre Lumumba. Parce que justement, Lumumba avait envahi l'armée contre la sécession aussi bien au Kasaï de Kalonji que au Katanga.
Et au Kasaï, il y a eu de vrais combats. Et directement, on a dit oui, on a même parlé de génocide à ce moment-là. Donc il y avait beaucoup de vent dans les médias qui étaient contrôlés par les Occidentaux. Et Kasavubu a donc d'abord Mobutu, contre la volonté du ministre de la Défense. Il était chef de l'armée. Sans connaître le gouvernement, il a décidé, sur demande des Occidentaux, d'arrêter l'avancée des troupes et il est revenu à Léopoldville. Et donc, Kasavubu a tiré profit de ça. Oui, à cause de cela, il a dit, oui, il y a trop de problèmes, le Lumumba est trop radical, je vais le destituer. Et ça a été lu à la télévision. Le Lumumba est allé le jour suivant au Parlement. Il a défendu sa cause. Et il y a un livre qui a été écrit par Devlin, qui est le chef de la CIA présent à Léopoldville. Il décrit ce débat au Parlement. Il dit, on avait acheté la majorité. Mais pendant le débat, on voyait déjà que ça commençait à basculer et que le discours de Lumumba marchait et que effectivement, et on a perdu. Malgré le fait qu'on a fait tout pour que ça soit contre le Lumumba et que Kasavubu serait appuyé. Et donc, il a perdu. Et c'est là que Mobutu est venu en disant oui, il y a trop on se chamaille entre deux hommes politiques et donc il a mis les deux en résidence surveillée, donc d'abord Lumumba et ensuite Kasavubu. Il met Lumumba en résidence surveillée, vous dites qu'il fait un cordon sécuritaire autour. Le premier cordon, c'est les casquets bleus ghanéens. Le deuxième cordon, c'est les militaires contrôlés par Mobutu lui-même. Et vous dites dans le livre que Lumumba va tenter de s'échapper et il sera récupéré pour enfin être envoyé au Katanga. Il meurt comment Lumumba? Et qui a tué Lumumba exactement? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du scénario exact de la mort de Lumumba? Comment est-il mort? Qui a vraiment appuyé sur le bouton et décidé qu'il faut l'éliminer? Il y a eu une commission parlementaire en 2000-2001, je crois, ici en Belgique. À l'occasion du livre écrit par Ludovic sur l'assassinat de Lumumba, où on a quand même une idée comment les choses se sont déroulées. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il était emprisonné au Bas-Congo. Ça, c'est Mobutu là qui l'emprisonne. Qu'il avait emprisonné parce qu'il avait tenté de fuir. En résidence surveillée, il tente de fuir, Mobutu les récupère et l'envoie en prison au Congo, au Bas-Congo. Oui, au Bas-Congo. Mais il commence à parler avec les soldats et les gens autour de lui. Et ça commence à être un peu... Mobutu trouve que c'est dangereux. Les Belges aussi, ils trouvent que, il faut l'éliminer. Et donc, Mobutu l'envoie sur conseil des Belges au Katanga, bien sachant que là, il sera tué. Il envoie comment? Pour qu'il aille faire sa prison, c'est quoi? À l'époque, le Katanga est encore en pleine sécession. Oui. Et qu'on sait que Tshombe, c'est le plus grand ennemi de Lumumba. Oui. Mobutu décide comme ça de lui-même, il dit, vous allez aller au Katanga. Oui, vous allez vous discuter là avec... avec Tshombe. Oui, c'était en fait une condamnation à mort, il savait ça. Donc, dans ce sens, c'est très grave qu'après, Mobutu va dire qu'il est lumumbiste, il va mettre un grand monument de Lumumba à Kinshasa. Il va se dire souvent qu'il était un proche collaborateur de Lumumba, mais on ne peut pas nier qu'il a trahi Lumumba. Vous vous en étonnez d'ailleurs, parce que dans les livres, vous dites que le 30 juin 67, il fait un discours où il rend hommage à Lumumba, il dit « ses grands fils nationalistes, oui. Lumumba oui. ». Et vous êtes surpris par rapport à ça. Donc, c'est Mobutu et les Belges qui ont décidé de tuer Lumumba. Oui, oui. Et en fait, les Américains voulaient aussi. Donc, il y avait, Devlin, il raconte comment il y a eu même plusieurs tentatives d'assassinat de Lumumba. Il y a, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais par exemple, Devlin, il décrit qu'à un certain moment, il y a... ils ont tenté de mettre le poison, c'est ça? Oui, sur son brosadon. Il y avait un agent des Américains, donc de la CIA, qui est venu à Kinshasa et qui avait donc des dentifrices pour mettre sur le brosadon de Lumumba. On ne l'a pas fait.
Donc il y avait vraiment mais à ce moment-là, il y avait aussi l'idée que Lumumba, il était communiste. Donc il avait aussi appelé l'aide quand il a vu le comportement des casques bleus, il a appelé l'Union soviétique pour l'aider. Et donc naturellement, ça créait encore plus de haine et de panique en Occident, et donc tout ça a contribué à cette atmosphère. Et Devlin décrit ça, qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassiner Lumumba, mais donc l'envoi de Lumumba au Katanga chez Tshombe, ça a été sa condamnation à mort. Et effectivement, déjà dans l'avion, on a commencé à la tabasser. On voit il y a un vidéo là-dessus, ou un petit film là-dessus, où on voit comment il descend et il est déjà il est blessé, il a eu beaucoup de coups. Et ensuite, Ludo de Witt a essayé de reconstruire ça, donc il a été, soi-disant, interrogé, mais plutôt tabassé par Tshombe et Munongo. Munongo et encore Beaucoup de fois Munongo. Oui. Et à un certain moment, donc, on dit qu'on va on l'a exécuté ensemble avec Okito et l'autre. Parfois j'ai des... il y avait Lumumba, Okito et Polo. Oui. Yeah. Donc on l'a... et ensuite, il y a eu cette histoire d'un gendarme... C'est les Belges qui a ouvert le feu. C'est des gendarmes belges ou c'est des Congolais eux-mêmes qui ont tué En tout cas, il y avait des gendarmes, des officiers belges présents. Donc on ne dit pas, on ne sait pas qui a effectivement ouvert le feu, mais c'était en présence de gendarmes belges. Et d'ailleurs, après coup, il y a cette histoire de donc un gendarme belge qui a reçu la tâche et qui s'est vanté même, après qu'il est revenu, de faire disparaître le corps de Lumumba. Et qui dit qu'il a mis ça dans l'acide, etc. Oui, et qu'il a pris un dent et qu'il amène... Et c'est comme ça que le dent est trouvé ici en Belgique. Entre autres par Ludo de Witt qui est allé, qui a entendu que ce type se vantait à Bruges dans des cafés de la droite et de l'extrême droite qu'il avait les dents de Lumumba, et à un certain moment il est décédé. Et d'ailleurs il a fait une interview là-dessus, donc c'était assez clair. Il est décédé et il y avait sa fille qui avait dit à un journaliste qu'elle avait ce dent, et alors ils ont déposé plainte et ce dent a été récupéré. Bien triste l'histoire de Lumumba. On va prendre un peu Mobutu pour aller vers les Kabila et finir cette émission. Entre ces faits, Mobutu prend le pouvoir. Oui. Et vous dites que Mobutu, lui, c'est plutôt les Américains qui sont derrière, d'une certaine manière. Oui. Les Américains réussissent à récupérer Mobutu. Oui. Mais très vite après, on se rend compte que, notamment, déjà, vous dites dans les livres que déjà à partir de 1980, on se rend compte que ce n'était pas ça. Quelles ont été les grandes erreurs commises par Mobutu qui a commencé à amener les Américains qui l'ont soutenu et qui l'ont créé comme gendarme d'Afrique à commencer à se dire ça allait trop? Je crois que c'est la confiance totale qu'on est bien protégé. Parce que j'ai les Américains derrière moi. Et je crois que c'est ça que... Bon, par exemple, les Américains ont permis à Mobutu de faire sa campagne de zaïrisation. Et donc ça, ça touchait les petits colons, hein, et les petites plantations et tout ça qui étaient directement données aux Zaïrois et les gens autour dans les réseaux de Mobutu. Les Américains ont aussi financé la formation d'une classe politique et qui gérait l'administration de l'État. Donc, c'est avec l'argent, l'appui des Américains que Mobutu a su construire dans les années 60 et 70 une classe politique autour de lui via son parti unique, le MPR, et qui contrôlait aussi l'État. Et Mobutu se sentait invulnérable, intouchable. Un, deux, beaucoup de ces gens n'avaient pas les compétences
Donc la seule raison pour laquelle ils étaient nommés, ou pour laquelle ils recevaient une plantation, c'était parce qu'ils avaient des liens avec le réseau Mobutu. Et donc qu'est-ce qui se passait? Par exemple, la zaïrisation, souvent les gens, ils recevaient une plantation, et ils allaient récupérer dans la plantation tout ce qui était utile pour les ramener à Kinshasa, au lieu de développer et exploiter la plantation. Donc ça montre le caractère corruption parasitaire de cette nouvelle classe politique autour de Mobutu qu'on a laissé faire. Par exemple, donc j'ai parlé des éléphants blancs. Hein? Oh. Donc, au Congo, c'était le barrage de Inga et la série de Maluku. Donc, ça a coûté, c'est responsable pour 30%, je crois, de la dette originale du Zaïre. Parce que vous dites, par exemple, dans l'ouvrage, que pour transporter les courants produits à Inga vers les Chaba, c'est un peu plus d'1 milliard de dollars américains, mais qu'on a utilisé qu'à 30% d'une certaine manière. Oui, par exemple, les câbles. Oui, les câbles de transmission du courant. Oui, étaient trop faibles. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans le barrage de Inga. Et donc, on a dû arrêter mi-chemin le travail. Et donc, le barrage d'Inga n'a jamais fonctionné plus que 15% de ses capacités. Donc, c'est pour un grand projet. Et la série Maluku n'a jamais fonctionné. C'était une usine clé sur la porte, mais n'a jamais fonctionné. Donc, ça donnait beaucoup de problèmes. Mais en 80, le FMI ont envoyé un banquier allemand qui s'appelle Blumenthal parce qu'il commençait à se méfier. Et il voyait que, il y a une dette qui se développe. Et donc, et ils envoyaient ce banquier Blumenthal au Zaïre, qui a vu comment les choses fonctionnaient. À son retour, il a dit « Chaque dollar que vous allez encore emprunter à Mobutu, au Zaïre, vous pouvez l'oublier, vous n'aurez jamais de retour. » Donc il a écrit un rapport assez sévère. Mais les Occidentaux ont continué. Et donc la dette a encore augmenté plus dans les années 80 qu'avant. Et donc, il y avait cet sentiment d'invulnérabilité parce qu'il était nécessaire dans la guerre froide, hein, donc comme point d'appui pour les Américains contre la guerre de libération en Angola, la Tanzanie qui était un régime progressiste, et donc différents pays dans lesquels où il y avait des guerres de libération et qui devaient être gardés sous contrôle. Et donc, le Zaïre a joué un rôle clé. Et c'est vers le début des années 80 qu'on commence à se rendre compte, avec le rapport très critique de Blumenthal, que oui, ce régime, ça n'a pas une longue vie devant soi. Et naturellement, après la guerre froide, donc après la chute des murs de Berlin. Oui, on n'a plus besoin de Mobutu. Donc Mobutu a été vomi juste après la chute du mur de Berlin parce qu'on n'avait plus besoin de lui. Oui, et on l'a obligé de dissoudre son parti unique ou de finir avec le système de parti unique. Parti-État. De parti-État. Et donc il a dit à un certain moment un discours, je ne sais plus, c'était 90 ou 91. Le 24 avril 90. Comprenez mon émotion. Hein, donc avril 90. Oui. Et c'est là que, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui étaient dans le comité central du MPR ont commencé à créer leur parti. Et donc dans un trait, parce qu'on allait faire la démocratie comme en Occident. Mais en fait, c'était donc d'abord des gens qui étaient complètement éduqués dans l'esprit mobutiste, avec cette façon, oui, on a le pouvoir, alors on peut faire ce qu'il veut. Oui, la jouissance, et on peut faire ce qu'on veut. Et ils faisaient ça aussi dans leur parti. Ils faisaient des dizaines de partis uniques où eux, ils étaient le Mobutu dans leur parti. Et donc, ça a été pendant 6 ans, pendant toute cette période de 6 ans,
un grand combat entre les différents partis, beaucoup de spectacles, et Mobutu qui connaissait tous ces gens, parce que c'était lui qui les avait formés dans son MPR, ils pouvaient jouer les uns contre les autres. Et en 96, il y a même des experts qui disent que s'il y aurait eu des élections en 96, les gens en avaient tellement marre de la comédie démocratique officielle, et entre-temps on voyait bien que Mobutu était là, qu'ils voulaient de nouveau un homme fort, qu'ils auraient pu choisir Mobutu à ce moment-là. En 96, ça. En 96. Non, mais vous dites que Mobutu a raté aussi l'occasion parce qu'il semble qu'on lui proposait, lui, d'organiser sa succession. Vous dites qu'on lui proposait d'avoir un Mbanda, Kamanda et Kabila à la tête du pays. Pendant la guerre de... Donc Mobutu, à un moment donné, on lui a proposé d'organiser lui-même sa succession, mais donc il a refusé. Il a refusé, mais Kabila aussi. Kabila. Parlons de Kabila. On ouvre d'ailleurs le dossier Kabila. Oui. Vous expliquez que Kabila était un maquisard. J'ai un extrait ici qui est assez pathétique. Donc Mobutu rentre dans ces désordres-là, et puis Kabila va donc partir de son maquis. Parlons un peu de l'étape du maquis, parce que vous je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup Laurent Désiré Kabila parce que vous les défendez. Écoutez ce que Che Guevara dit de lui, et puis vous allez le défendre. Le Che qu'il a visité à Ewabora, situé donc dans la zone Fizi-Baraka, et plus précisément dans le sud d'Ouvira, où il était là-bas avec ses amis les Lumbu et les autres. Le Che dit de lui, c'est vous qui dites dans l'ouvrage, Che Guevara écrivait qu'un dirigeant révolutionnaire devrait posséder un sérieux révolutionnaire, une idéologie qui guide l'action, un esprit de sacrifice qui accompagne ses actes. Jusqu'à maintenant, Kabila a démontré de ne rien posséder de cela. Il est jeune et il est possible qu'il change, mais alors que ces pages seront rendues publiques dans très longtemps, je me permets d'exprimer mes doutes quant à sa capacité à surmonter ses défauts dans les milieux où il évolue. Che Guevara dit de lui que c'est un homme à femmes, qui aimait beaucoup les femmes, qui aimait beaucoup la bière, Laurent Désiré Kabila. Mais vous le défendez, vous dites qu'il n'avait que 24 ans. Est-ce qu'à 24 ans... Non, pas seulement ça. Je dis aussi que... Dans l'ouvrage, je me dis, mais quel amour pour Kabila. Vous dites, qu'est-ce que le Che voulait? Kabila n'avait que 24 ans. Est-ce que quand on a 24 ans, on ne peut pas être ordonné dans sa vie, monsieur Busselène? Cet passage, c'est aussi parce que c'est pas un hasard qu'en 96-97, au moment que Kabila a pris le pouvoir, il y a des journalistes dans les grands médias occidentaux, Libération, France, etc., qui avaient trouvé cette citation. Donc, je reprends cette citation. Donc, c'est au moment que Kabila est devenu président qu'on commence ici à dire, oui, mais même le Che a dit ça. On dit que c'était un soulard, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. Oui, mais il faut savoir aussi le contexte. Donc, d'abord, le Che est venu au Congo sans avertir d'avance les Congolais. Donc il y avait un accord entre le PRP, entre le parti de Laurent Kabila et Che Guevara, qu'il y aurait des Cubains qui allaient venir. Mais il n'avait jamais dit que lui-même serait le dirigeant de cette équipe de Cubains. Donc ça c'est un. De deux, Che est venu avec cette équipe au moment que l'élan de la guerre de libération, dans ce moment-là, la guerre de Simba, était déjà loin en train de descendre. Là, on est en 64 ou 65 hein? 68. 68, ok. Après son retour de la Chine, où il est revenu en 67. Okay. Oui. Et donc, non, oui, c'est... 64. Oui, non, c'est pas 64, ça, c'est un peu plus tard, je crois. Mais en tout cas, c'est au moment que la guerre de Simba est en train de descendre dans sa... Et que, bon, ils sont un peu encerclés, et ça c'est un. Et de deux, bon, il a 23 ans, Kabila, et il voit directement le grand Che Guevara descendre là. Donc, il n'est pas à son aise. Donc, ça c'est un. De deux, Che Guevara dit aussi dans son livre qu'il a connu tous les grands dirigeants de la résistance anti-Mobutu à ce moment-là, et il dit il n'y en a qu'un qui a les capacités potentielles de devenir un grand dirigeant. Ça, il dit aussi. Et donc, ça, on n'a pas
dit dans des médias de libération, etc., où on décrivait Kabila comme un soulard, etc. Donc, oui, donc, dans ce sens, j'ai voulu un peu équilibrer les choses. Oui. D'accord. Kabila est donc dans le maquis. 96, il commence sa guerre des libérations soutenue par le Rwanda. Mais à un moment donné dans l'histoire, quand vous lisez les livres, vous faites cette opposition entre les vues des Kabila et les Américains. Je voudrais d'abord savoir, en 96, qui va aller rechercher Kabila, qui est un vieux maquisard perdu, qui met en place les mécanismes pour que finalement qu'on se dise que c'est Kabila qu'on va utiliser pour mener cette libération. Ça se passe comment? Ça se passe parce qu'il y a d'un côté l'opposition anti-Mobutu. Donc d'abord, je dois dire, Kabila, il s'est fait déjà remarquer pendant la conférence nationale souveraine, parce qu'il était appelé, comme tout le monde qui était appelé pour participer, il a refusé. Il a dit, Mobutu ne partira jamais d'une façon démocratique. Donc, il faudrait le chasser. Donc ça, c'est un. Et c'est une position qu'il prend début des années 90. Deuxièmement, en 96, il y a une situation qui est un peu à la suite du génocide au Rwanda, où les Français ont permis un grand exode de l'armée génocidaire de Habyarimana, bon, qui est décédé à ce moment-là, mais qui était l'armée qui a commis, ensemble avec les Interahamwe, le génocide, et beaucoup de paysans hutus, encadrés par ces gens, au Zaïre. Donc 2 millions de gens qui entrent au Zaïre, au Kivu, en quelques semaines de temps, avec leurs armes, ce qui est normalement contre les règles internationales, parce que des réfugiés ne peuvent pas aller dans un autre pays avec leurs armes. Donc, mais complètement encadrés, ces camps étaient complètement dirigés par ces militaires, et donc ça formait un danger pour le Rwanda à ce moment-là. Et donc il y avait beaucoup de différentes motivations pour aller démanteler ces camps, ramener les Hutus au Rwanda et neutraliser les militaires. Les Interahamwe. Les Interahamwe et qui aujourd'hui sont les restants, qui sont les FDLR. Et donc, ça c'est un. De deux, il y avait Kabila qui était en Tanzanie, souvent aussi en Ouganda, et qui a toujours eu une position de principe, donc je viens de dire sur la conférence nationale souveraine, ce qu'il disait. Donc Kabila était connu et en Ouganda et en Tanzanie. En Tanzanie, oui. Comme un révolutionnaire. Comme un révolutionnaire, protégé d'ailleurs par Nyerere. Ok. Donc, parce que la famille a dû se cacher, parce qu'il y avait Mobutu envoyait des agents en Tanzanie, donc on peut dire beaucoup une fois qu'on a un exil et dans des problèmes, les gens doivent vivre d'une façon ou d'une autre. On peut dire toutes sortes de choses, mais il y avait cette réalité qu'il était cherché par des agents que Mobutu envoyait en Tanzanie et que Nyerere a protégé la famille. Donc, ce n'est pas qu'il aurait aussi pouvoir dire, par exemple, je reviens à Kinshasa lors de la conférence nationale souveraine. Donc, il n'a pas dit ça, il a pris à ce moment-là aussi une position politique. Et donc, avec le PRP, lui, il avait toujours l'idée de chasser Mobutu. Donc, ils se sont rejoints dans l'AFDL avec différents partis, et aussi avec l'aide de l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, ensuite aussi l'armée angolaise, qui ont voulu en finir avec Mobutu. Donc il y avait plusieurs forces qui ont formé un grand front, et dont Kabila, avec la bénédiction des Américains à ce moment-là. Avec la bénédiction des Américains. Parce que les Américains avaient... La grande différence entre les Américains et les Européens à ce moment-là, en 95-96, c'est que la France, surtout la France, voulait encore tenir à ce bastion
qui était pour eux l'Afrique centrale, avec Habyarimana, c'était leur régime, l'opération turquoise avec l'armée française qui va sauver l'armée de Habyarimana, c'était un choix politique. Donc, tandis que et Mobutu était un homme, même le ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, belge, il a dit, il est devenu incontournable. Donc, il y avait cette idée des Français, et aussi les Belges étaient beaucoup plus prudents parce que c'est la petite Belgique, ils sont très opportunistes la Belgique, mais ils avaient choisi le camp Mobutu et l'armée de Habyarimana. Tandis que les Américains, ils avaient déjà vu en 96, déjà depuis 90, ils voulaient en finir après, ils n'avaient plus besoin de Mobutu. Ils voulaient mettre un gestionnaire plus compétent, plus sérieux, c'est ça leur but. Et donc il y a un texte de Stephen Metz qui est je sais pas si, je crois que je l'ai cité aussi, qui est un stratège, qui est un professeur à l'Académie militaire aux États-Unis, qui écrit que nous devrons jeter throw the dice, comment est-ce qu'on dit ça? Quand on fait le poker, on jette les pièces. Oui, les pièces. Il faut jeter les pièces et peut-être courir le risque d'une guerre civile. Donc c'était un choix des Américains. Donc ils voyaient que Mobutu n'allait pas partir et que avec ce front, ils voulaient le faire partir. Mais leur idée était naturellement de garder les choses sous contrôle. Et pour ça, ils voulaient. C'était une vision, pas de Mobutu, mais des Américains, une sorte de gouvernement de coalition avec l'opposition, un groupe de Mobutistes. Vous parlez des Gbanda, des Kamanda, Gérard Kamanda, oui, et Kabila. Kabila, mais aussi les partis non mobutistes participant à la conférence nationale souveraine. Donc ils voudraient au moins 3 composants. Et de cette façon, les kabylistes seraient en minorité, ils auraient pu continuer à avoir le contrôle. Ça, c'était le but des Américains. Le but, ce n'était pas de eux que Kabila allait, et les AFDL allaient continuer jusqu'à Kinshasa. Et donc, on voit aussi, on a bien suivi donc, jour après jour les médias, et on voit aussi, à fur et à mesure qu'ils avancent, que les médias ici commencent de plus en plus en Occident à dire oui, mais Kabila, c'est pas un démocrate. Un marxiste, un communiste. Oui, c'est ça. Et en plus, on commence à dire oui, c'est un soulard, etc. Un soulard qui aime les femmes, etc. Oui, c'est ça. Et donc, ça commence d'être... Et en plus, le New York Times a écrit officiellement que Kabila ne serait pas un bon président. Donc, il n'était pas à Kinshasa. Donc, ça veut dire que, en fait, ce n'était pas le but. Mais Kabila a donc décidé d'y aller. Il a refusé. Il y a la scène au bateau là. Avec Utenika, avec Mandela. Oui, avec Mandela, qui était envoyé par les Américains pour faire la réconciliation entre Mobutu et Kabila. Et vous voyez bien. Au visage de Kabila qui n'a pas du tout envie de faire un compromis avec Mobutu. Et donc, il avance jusqu'à Kinshasa. Il chasse Mobutu. Mais après, il traîne pas trop. On lui fait la guerre. À ce moment-là, c'est encore quoi? C'est la communauté internationale. On nous reproche quoi? Son rapprochement avec la Chine. Parce que juste après, lui qui est allé, selon les livres, ce que vous dites dans l'ouvrage, déjà en 66, il se retrouve en Chine où il a fait une formation là-bas pour rentrer dans le maquis en 67. Oui. Il arrive au pouvoir. Immédiatement après quelques petits problèmes, on l'entend en Chine où il signe des accords. Vous parlez même des accords précurseurs, des accords des accords de 2008 qui sont faits ceci. Est-ce que c'est ça qui scelle définitivement le sort de Kabila, ses rapprochements avec la Chine? Non, je dirais pas ça. C'est plutôt son attitude lumumbiste. Donc il avait, pour lui, par exemple, la dette, il avait l'habitude de dire à la communauté internationale, au FMI, aux représentants du FMI, montre-moi les ponts et les routes qui ont été créées avec cette dette et je vais vous le payer.
Mais si vous ne savez pas le montrer, ça veut dire que cet argent se trouve déjà dans vos banques. Alors prenez-ce là-bas chez vous. Donc il disait ça comme ça. Et ça, c'était un discours il n'était pas... Il faut savoir, dans les années 90, les Américains et les Occidentaux étaient un peu euphoriques. Ils pensaient que c'était fini avec les idées de gauche en général. Le capitalisme avait gagné et que ils allaient très bien pouvoir contrôler, par exemple, un Kabila au Congo. Et ils étaient vraiment choqués de cette attitude de Kabila. Kabila, par exemple, il avait les ambassadeurs derrière lui. Hein, c'est une scène, mais ça dit beaucoup. Il disait devant le peuple, eux, ils m'ont dit que on va faire comme avant. Et je leur ai dit, moi je veux bien, mais le peuple dans tout ça. Et donc le peuple réagit naturellement très enthousiaste pour dire non, il faut pas accepter ça. Et naturellement, ces ambassadeurs, ils se trouvent gênés. Donc c'est un choc pour eux d'avoir ça. Madeleine Albright était à côté de lui, donc c'était le secrétaire d'État. Secrétaire d'État américain. Américain à côté de lui, qui parlait de démocratie. Et Kabila osait dire, oui, on connaît ça quand vous parlez de démocratie. Il disait ça en face de Madeleine Albright. Donc c'était vraiment une attitude, oui, oui, je veux la liberté pour le Congo. C'était une erreur pour vous? Il aurait dû être un peu plus diplomatique, Kabila. On dit de lui qu'il a été impulsif. Certains de ses ennemis disent même il mérite ce qui lui arrive. Parfois, quand on est président de la République, on doit avoir une certaine tenue. Oui, mais... Est-ce que vous pensez qu'il avait tort de faire ça? Il avait raison de faire ça? On peut faire beaucoup de réflexions autour de ça. D'un côté, je crois que c'est bien que le peuple a connu quelqu'un comme Laurent-Désiré Kabila pour réchauffer la flamme de Lumumba, qu'on veut la vraie indépendance et que les Occidentaux ne sont pas les maîtres du Congo. Et donc c'est ça l'idée de Kabila et de Lumumba, que les Occidentaux ne pouvaient pas accepter. Et il y a eu une conférence de presse ici, en face de la gare centrale. Je me souviens, j'étais présent avec Robert Stewart, qui était l'ancien directeur de American Mineral Fields, donc une société américaine qui avait cofinancé, donc qui avait aidé financièrement Kabila. Et après la chute de Mobutu et Kabila était président, ils avaient la société Bechtel, qui était une société américaine de construction. Et la société Bechtel avait fait, ensemble avec ce Stewart, un plan de développement du Congo. Mais c'était un plan vraiment, de nouveau, néocolonial, pour tirer les minéraux dehors et à bas prix, et c'était tout. Et donc, ils ont très vite senti, Stewart, quand il a fait sa conférence de presse, il était ensemble avec Malans, qui était un ancien colon belge. Et il disait comme ça, dans la presse, j'ai fait le tour des présidents des pays voisins, et personne n'aime encore Kabila. Et bientôt, c'était en mai, et en août, la guerre a commencé. En août 98. Mais finalement, on lui fait la guerre et on les tue. Oui. Qu'est-ce que vous en savez de la mort de Kabila? Qui l'a tué véritablement et comment a-t-il été tué? Parce qu'à un moment donné, on a même accusé Joseph Kabila d'être son assassin, d'avoir quelque chose à voir avec la mort de son père. Oui. Est-ce que c'est Kabila, Joseph, en sait quelque chose de la mort de son père? Je crois que c'est une période très grise, mais il faut voir l'enjeu politique. Alors ça dit déjà beaucoup. Donc en fait, après l'agression, Kabila, d'ailleurs une chose très importante que Kabila a fait déjà en 98 quand il est encore président, avant que la guerre a commencé, c'est faire de la RDC un membre de la SADC. La SADC qui était l'alliance des pays sud-africains qui, dans ce moment-là, étaient les pays qui avaient le plus récemment s'étaient libérés de la prise de l'apartheid et de la prise des Occidentaux comme donc en 94 et donc le SADC avait
Donc Kabila, il fait adhérer le pays déjà à ce moment-là à la SADC. À la SADC. Et donc, il appelle la SADC à l'aide. À venir à l'aide, ok. Et donc, c'est pour ça que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et d'autres pays ont envoyé de l'aide contre d'abord la tentative de coup d'État à Kinshasa, parce qu'il y a eu un pont aérien qui a été mis par Kabarebe, vous dites oui, de Goma vers les Kitona au Congo central. Et donc, ça, il s'est bloqué aussi avec la mobilisation de la population à Kinshasa, tous les gens militaires qui entrent à Kinshasa, ils sont neutralisés. Et donc, ça c'était une chose. Mais, entre-temps, les troupes rwandaises et ougandaises avançaient. Donc, ils ont d'abord créé, après quelques semaines, leur mouvement de libération congolais. Mais le RCD, le fameux RCD. Le RCD a été fondé après le début de la guerre. La guerre a commencé le 2 août. Et ce n'est que le mi-août que la RCD a été fondée. Donc ça veut dire que c'était bien une guerre d'agression et que le RCD, Goma et le MLC après étaient vraiment des organisations de collaborateurs avec la guerre d'agression. Mais donc les soldats rwandais avançaient vers Mbuji-Mayi, où il y avait la MIBA avec les diamants, etc., qui était le poumon économique du pays à cette époque-là. Voilà. Et donc, le danger était que s'ils prennent Mbuji-Mayi, ça aurait été, en fait, il aurait été coupé des moyens financiers. Ça mais qui l'a tué? La question, c'est celle-là. Est-ce que... Non, mais je veux dire d'abord l'enjeu politique. D'accord, l'enjeu politique. Okay. Était qu'à ce moment-là, ils ont imposé un accord semblable à l'accord qu'ils ont imposé en Yougoslavie, en Serbie contre Milosevic. Ça veut dire un accord qui impliquait en fait la capitulation de Kabila. Le fameux accord de Lusaka. Oui. Et vous dites dans l'ouvrage que c'était un piège. Il croyait que Kabila allait refuser de signer cet accord. Oui, et il a signé. Et il a signé, il a surpris tout le monde. Oui, et de cette façon, il a gagné du temps. Et dans le temps qui est venu entre la signature de cet accord et sa mort, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il a négocié, parce que l'idée de l'accord de Lusaka, c'était en fait... Il n'y a pas une guerre d'agression, il y a une guerre civile au Congo, et donc il faut faire une coalition, un gouvernement de coalition avec les représentants des différents mouvements politiques qui se combattent. Et donc Kabila a commencé à négocier, donc il y a eu la résistance, il a appelé les Mai-Mai, et il a commencé à négocier avec le Rwanda et l'Ouganda d'une façon séparée pour conclure des accords qui impliquaient que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise allaient se retirer avant les négociations sur ce gouvernement de coalition. Et donc, ça, naturellement, était très grave et pour l'impérialisme, et pour les Américains qui soutenaient en fait cette guerre d'agression, et pour les agresseurs. L'Ouganda, le Rwanda... Oui, parce que si l'armée rwandaise et ougandaise serait retirée, bon, ce qui restait, c'était des collaborateurs avec cette guerre d'agression, mais sans pouvoir militaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'a tué. Qui l'a tué, pour vous? Pour moi, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui a tiré? Oui, parce que le Rwanda, c'est à Kigali qu'on a dit pour la première fois. Donc, la première nouvelle de sa mort est sortie de Kigali. Donc, ce sont les Rwandais qui ont décidé de tuer Kabila? Je crois. On ne sait pas sûr, hein, donc on n'a pas de preuves de ça. Mais je crois que, en tout cas, et les Rwandais et les Ougandais à ce moment-là aussi, et les Américains qui avaient imposé cet accord de Lusaka, ils avaient intérêt de se débarrasser de lui. Est-ce que son fils Joseph Kabila a quelque chose à voir sur la mort des Kabila? Parce qu'à un moment donné à Kinshasa, on a accusé Joseph de connaître et d'avoir participé à l'assassinat et à la mort de son père. Est-ce que Joseph Kabila, pour vous, connaît quelque chose de la mort de son père? A-t-il participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Mais il y a Eddie Kapent qui est maintenant en liberté et qui pourrait expliquer en long en large si Kabila serait dans ce coup-là. Moi, je ne le crois pas.
Kabila, il était à 29 ans. Il était, je crois, assez loin, au Katanga, quelque part. Et il a été rappelé par les gens autour de Laurent-Désiré Kabila. Et donc, il est venu, et c'est Luecha, donc le général Luecha, qui était un ancien de Mai Mai, qui a dit c'est Kabila, Joseph, qui doit remplacer son père. Oui, ça a été comme ça, ce que j'en sais. Et je ne crois pas que Kabila était demandeur, qu'il a hésité beaucoup. Et qu'on a dû convaincre à ce moment-là, parce que c'était aussi une énorme responsabilité pour un jeune qui ne s'attendait pas à ça. On va bientôt terminer, il nous reste quelques 5-10 minutes. On va parler un peu de Kabila, un peu de Tshisekedi vers la fin. Il y a un autre débat autour de Joseph Kabila. Vous êtes un historien, vous connaissez bien le Congo. Est-ce que Joseph Kabila est-il vraiment le fils de Laurent-Désiré Kabila? Au Congo, on a dit de lui qu'il était rwandais, qu'il s'appelait en réalité Hippolyte Kanambe, que son père n'était pas Laurent-Désiré Kabila. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila est bel et bien le fils de Laurent-Désiré Kabila? Oui, je le crois. Donc c'est d'abord Honoré Mbanda qui a lancé cette histoire. Hein. C'est Honoré Mbanda qui a lancé, par exemple, des photos où on voyait bien que le visage de Kabila était collé sur un garde de corps de Karamé, et on voit ça, et on pouvait très bien dire que c'était une photo truquée. Donc c'est Apareko et Nwanda, donc l'homme, le bras droit de Mobutu, qui a lancé ces histoires, et ça a été repris par toute l'opposition depuis 2003. Et donc depuis 2003, il y a eu un front. J'ai vu ici les manifs où il y avait l'Apareco qui avait le plus de force idéologique et d'arguments avec les livres de Mwanda. Il y avait le MLC et il y avait l'UDPS qui formaient front sur autour de cette histoire contre Kabila, en disant que c'est pas le fils de son père. Il y a eu même l'histoire d'Éric Lengé, où Mbanda a fabriqué une lettre de ce Éric Lengé qui disait en fait que Olive était la femme d'Éric Lengé et pas de Kabila. Ça aussi c'est faux, selon votre histoire. Olive parce que ça on dit aussi il a eu des problèmes avec Éric Lengé parce qu'il aurait pris sa femme, Olive qui aurait été la copine d'Éric Lengé. Oui. Donc, mais ça sont des histoires où on peut quand même... Toutes ces choses-là, des attaques tellement personnelles sur la personne, on ne peut pas vérifier. Il y en a un qui dit ceci, un autre qui dit cela. Nous avons interrogé les gens du maquis en 2005-2006. Et on a interrogé plein de gens qui ont connu Joseph comme enfant, parce que jusqu'à ses 7 ans, il était dans le maquis. Et il y avait des gens qui étaient dans le maquis, qui l'ont vu comme enfant, qui ont toujours dit que c'était le fils. D'ailleurs, Laurent Kabila lui-même l'a dit lors d'une interview ici en Belgique. Il a dit « mon fils ». Donc si Laurent Kabila dit que c'est son fils, bon, toutes les histoires qui sont derrière. Parce que qu'est-ce qui est derrière? Même si ce ne serait pas son fils, ça veut dire quoi? Si Kabila dit que c'est son fils, ça veut dire qu'il voit en lui quelqu'un où il a plein confiance et où il le regarde comme son fils. Alors, même, qu'est-ce que ça a à voir? C'est du racisme pur. C'est de penser qu'il a du sang rwandais, donc il va être un traître. C'est comme ça. Mais ça, c'est du racisme. Il n'y a aucune une façon rationnelle d'expliquer ça autrement. Donc, moi, je crois que ces histoires sur sa personne, sur le fait de son origine, que même ses enfants ne seraient pas ses enfants, que sa femme n'était pas... C'est une histoire, bon, et ça parle beaucoup, et ça, c'est la force de la droite au Congo, c'est qu'ils ont un discours très populiste. Ils parlent d'une façon que le peuple peut facilement comprendre, peut facilement croire. Ils ont beaucoup d'influence au peuple avec des histoires pareilles, mais politiquement, comme
c'est difficile de prendre ça au sérieux. Allez, Tony Busselen, on va terminer cette émission. Peut-être une question sur Kabila, on va terminer avec Tshisekedi. Parlons de Tshisekedi. Je vais vous poser une dernière question peut-être sur Joseph Kabila. Vous écrivez à partir de Lumumba, vous racontez l'histoire du Congo. J'espère que nos téléspectateurs se sont régalés. Aujourd'hui, le Congo est dirigé par M. Tshisekedi. Quel est votre regard sur Tshisekedi? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Moi, je pense qu'il y avait une alliance en 2019 entre un parti, le CACH et l'FCC. Et le CACH, le parti de Tshisekedi, représente une certaine tradition qui existe déjà depuis longtemps. Mobutu avait une façon de parler au peuple, à l'imaginaire du peuple. Il avait, il fait danser les gens, il avait un discours pseudo-nationaliste en disant que oui, il était l'héritier de Lumumba et que parfois il se disait contre l'Occident aussi, mais dans les faits, il travaillait quand même avec l'Occident. Et donc, ça a été alors il y a eu l'UDPS, dont papa Étienne Tshisekedi était un collaborateur de Mobutu depuis les années 60. Il était dans le conseil des commissaires. Et donc, dans les années 80 et surtout les années 90, l'UDPS s'est développé comme un parti d'opposition, un parti qui est dans la rue, qui connaît les gens, qui connaît le peuple. Et donc, moi, je trouve que cette capacité de se lier avec le peuple et de pouvoir parler au peuple et cette orientation lumumbiste de vouloir la vraie indépendance, ça serait un bon mariage. Donc vous regrettez que le mariage FCC soit cassé aujourd'hui? Oui, parce que c'est de la faute de qui pour vous? Est-ce que Tshisekedi avait raison de les casser? Vous pensez que c'est lui qui est fautif? C'est Kabila ou c'est Tshisekedi? Moi, je crois que c'est l'ambassadeur américain, Mike Hammer, qui était très proche de Tshisekedi, qui l'a poussé. Les Américains avaient une stratégie claire contre Kabila. Même avant les élections, il y a des officiels américains qui ont dit « Pour nous, ce qui est le plus important, c'est que Kabila ne soit plus président. Une fois qu'il y a quelqu'un d'autre, n'importe qui ce sera, nous allons continuer et nous allons pouvoir reprendre main sur le Congo. » Et effectivement, Mike Hammer, il a travaillé consciemment et systématiquement à faire casser cette alliance entre l'FCC et CACH. Et bon, je crois que le problème aussi, pour le moment, c'est cette idée que si on est protégé par les Américains, tout va être bien. Donc, par exemple, M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a conclu un deal avec Trump sur les minéraux. Et il pense qu'avec ce deal, si on donne les minéraux aux Américains, les Américains vont faire que la guerre va s'arrêter et que Kagame va retirer ses troupes. C'est une erreur. Moi, je crois que c'est une erreur parce que les Américains, ils viennent pour les minéraux, ils ne viennent pas pour la paix. Et pour eux, ils voient le même Mike Hammer, ambassadeur, en 2020, je crois qu'il est parti, je ne sais plus, 2021 ou 2022, il a dit dans une interview dans Le Monde que donc il a parlé de tout ça, que c'est une bonne chose que cette alliance se défait, mais à la fin il dit une phrase, il dit mais entre-temps, nous savons naturellement que Tshisekedi, le président Tshisekedi, est une figure de transition. Donc, moi, je crois pas que... et je crois que le président Tshisekedi doit aussi sentir ça. Pour les Américains, être un ennemi, c'est dangereux, mais être un ami, souvent, c'est encore plus dangereux. C'est Kissinger qui l'a dit. Et je crois que... Donc, il ne doit pas se fier, il doit faire attention en croyant que ce que Trump, il fait avec Trump, oui, le garantit de tout, l'immunise un peu de tout. Oui, parce que les Américains, pour eux, Kagame est un homme à main qui a fait beaucoup de tort à l'unité africaine,
avec cette habitude d'envoyer toujours des soldats rwandais au Congo, ça a créé beaucoup la division et la haine même. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé de cette façon. Et pour les Américains, c'est une bonne chose. Tant que les Africains s'entretuent et les Congolais s'entretuent, pour eux, c'est garanti. Ils sont chez Kagame et ils sont chez Tshisekedi. La semaine passée, le 19 mai, ils ont diminué les sanctions contre l'armée rwandaise parce que l'armée rwandaise, soudainement, ils ont trouvé de l'argent au Mozambique pour que l'armée rwandaise peut continuer sa mission. Et en même temps, le même jour pratiquement, ils ont signé un accord de coopération sur le nucléaire civil. C'est quand même un signe. Les Américains, la vision des Américains, c'est faire accepter au Congo et aussi au Rwanda qu'on peut avoir une sorte de coopération régionale sous la direction et la supervision des Américains. Ça, c'est leur idée. Moi, je crois que les Américains se trompent. Je crois que ni les Congolais et ni Kagame veut ça et accepte ça. Kagame, il est très rusé et il sait que quand les Américains menacent, il répond un peu, il rouspète un peu, mais il sait aussi qu'il a des choses, des compétences dont les Américains ont besoin. Donc l'armée rwandaise est vraiment un instrument pour intervenir dans beaucoup de conflits sous la tutelle, la supervision sur demande souvent des Occidentaux. Et donc ça, le Congo ne peut pas offrir. Et donc, je ne crois pas que vite, ils vont laisser tomber Kagame. Et naturellement, tant qu'il y aura des minéraux, ils s'aménagent. Maintenant, je trouve que c'est un grand drame. Il y a une bataille autour de Rubaya. Combien de gens sont morts pour ça? Je ne sais pas. Mais ça doit être une bataille très rude. Mais des deux côtés, on dit on va offrir Rubaya aux Américains. Je trouve ça vraiment triste. Et ça, c'est le problème pour les Congolais, qu'ils devraient dire ce n'est pas la course pour avoir l'appui de Washington ou de Paris ou de Bruxelles qui va décider qu'est-ce qui va se passer ici. C'est nous qui vont décider. Et c'est pour ça que moi, je suis un défenseur du dialogue. Il faut un dialogue d'abord entre Congolais pour qu'il y aura une unité congolaise indépendante, souveraine, sans ingérence des Occidentaux. Et alors, on pourrait négocier avec Kagame. Parce que c'est la paix qu'il faut. À la fin, il faut la paix. Tony Busselaine, grand merci d'être venu nous voir. C'était intéressant. Souffrez que je vous rappelle de temps en temps pour venir un peu nous alimenter en matière d'histoire et commenter l'actualité chez nous. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'était très très longue interview. Merci beaucoup. Volontiers, merci. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité de ce soir était donc l'écrivain et historien belge Tony Busselaine. Je vous recommande cet ouvrage à ceux qui ont l'habitude de me regarder de temps en temps. C'est un ouvrage que je vous présente plusieurs fois dans mes émissions. Une histoire populaire du Congo, un très bel ouvrage. Il revient un peu sur l'histoire du Congo en partant de la colonisation, même de la traite négrière, jusqu'à chuter à Joseph Kabila. Allez, merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. J'ai dit encore allez ici. Sous-bois Bilumbu, je suis désolé, ça va partir de soi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. On se retrouve pour un autre numéro sur ce plateau. Bonsoir et à la prochaine.